Bien, je passe la parole à Guéruf Quinquelin du CETRAC qui va nous montrer comment interconnecter des réseaux de sensibilité différents. Guéruf, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Hervé, merci à l'OCIR pour cette opportunité, merci aussi à Gauthier qui a fait une super présentation avant, qui a expliqué comment on pouvait se battre pour que les attaquants ne rentrent pas dans les périmètres critiques ou moins critiques. Et nous, c'est un peu complémentaire, on va montrer comment on évite les attaques de se propager à l'intérieur. Alors aussi de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, un peu en défense profonde. Donc, pardonnez-moi le titre un peu barbare, là, automate cyber-résilient pour la maîtrise totale des interconnexions. Et on va aborder le sujet de la séparation de réseaux, ce qu'on peut appeler des diodes réseau. Hein, c'est des choses où on a un contrôle de flux très resserré, de manière à ce que ce qui ne doit pas passer ne passe pas. Je vais y revenir. Donc, je vais commencer par présenter la société, la technologie, hein, qui est du réseau full hardware, parce qu'il faut comprendre un peu ça pour voir comment on en dérive ces nœuds réseaux de protection. Donc, nous, notre origine, c'est plutôt l'aéronautique. On fait des réseaux dans des avions. Ils sont certifiés aéro. Donc, c'est toute la logique qui est au-dessus des fils, qui interconnecte les calculateurs, les capteurs, les commandes de vol. Donc, c'est des réseaux très sécurisés, redondés, etc. Et que nous, en ce qui nous concerne, on programme directement dans les composants matériels, c'est-à-dire pour l'aéronautique des FPGA. Donc, c'est un composant programmable qui, au départ, ne sait rien faire. Et on peut le programmer, bah, en l'occurrence, pour faire du réseau. Il y en a d'autres qui font avec du traitement de signal, voire des réseaux de neurones. C'est bien adapté. Euh, donc, on a réussi à vendre ça aussi dans l'automobile, à Hyundai. Alors, un petit commentaire dans l'embarqué. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à revenir vers du full hardware? C'est que la demande en débit et en temps de latence a complètement explosé. Moi, je me suis pas présenté, mais j'ai travaillé dans mon passé dans les télécoms, dans la défense et dans l'automobile. Et quand je m'occupais d'automobile il y a 15 ans, on avait peut-être 2 mégabits par seconde sur le réseau, avec des réseaux CAN à 500 kilobits par seconde, et ça suffisait, et c'était pas, on n'avait pas besoin d'être très déterministe non plus. Bon, aujourd'hui, avec les aides à la conduite et la conduite autonome, on a des flux de vidéo 4K, il y en a plusieurs, on doit les amener sur un calculateur de fusion, NVIDIA ou je sais pas qui. Donc tout ça, c'est non seulement du très haut débit, mais aussi du temps de latence qui doit être maîtrisé très faible. Et continuer à faire ça en logiciel sur les processeurs qui font d'autres choses, ça marche plus. Et donc, il y a un peu cette marche vers le hardware, hein, qui est un peu plus difficile à développer, mais qui après apporte beaucoup de bénéfices. Donc, pour finir sur la société, là, on l'a créée en 2020, on est une vingtaine. On est la base technique à Aix-en-Provence, mais on a des antennes bon, à Paris plutôt pour administration, commerce, à Rennes pour de la technique et aussi à Cracovie. On a deux ingénieurs. Donc notre modèle habituel, c'est d'adapter nos IP core et de les intégrer chez le client. Pour l'industriel que je vais décrire maintenant, là, on essaie d'avoir un business model beaucoup plus sur étagère, beaucoup plus produit. Même si on va voir que finalement, c'est pas si sur étagère que ça. Alors, dernière slide là pour parler un peu du réseau hardware. Donc, on a quand même donc des temps de latence qui sont très bas, hein, qui sont inatteignables en logiciel et même avec des microcontrôleurs où il y a au moins un rapport 10. Ensuite, on a une bonne facilité à certifier ça. Alors là, c'est plutôt en sécurité de fonctionnement qu'en cybersécurité. Mais en l'occurrence, là, on a les certifications Aero DO 254. On n'a pas besoin de faire la partie logiciel puisqu'il n'y a pas de logiciel. Bon, on est en cours de finalisation de certification de sécurité de premier niveau de l'ANSSI. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on traite tous les protocoles du marché, un peu par verticaux de marché. Donc on a tous les protocoles aéro, on a les protocoles automobiles et on est en train de s'intéresser près aux protocoles spécifiques industriels. Dernière caractéristique du hardware, c'est que ça, enfin de tout implémenter en hardware, ça consomme beaucoup moins. Puisqu'on n'a pas besoin de mettre d'énergie du logiciel ou dans de l'OS qui n'existe pas, et ça consomme beaucoup moins, donc ça chauffe beaucoup moins, ce qui dans certaines applications peut aussi être très intéressant. Donc nous, on a fait mûrir ces technos là dans l'embarqué et on la descend entre guillemets sur les infrastructures critiques, c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Alors là,
Je vais pas passer trop de temps là-dessus. Ce qu'on voit, c'est les différentes façons dont on peut programmer nos nœuds réseau, et les différentes fonctions qu'ils peuvent avoir. En fait, avec tous ces nœuds-là, on peut faire une architecture réseau complète, quel que soit le contexte. On peut mettre en place à peu près tous les protocoles dont on a besoin. Et quand on ne les a pas, on peut les développer. Donc, les fonctions communes, hein, c'est des fonctions super classiques de réseau: routage, filtrage, chiffrement, traduction de protocole, ça c'est peut-être un peu moins classique, concentration de données pour faire des réseaux à deux niveaux avec un backbone très haut débit qui ramasse tous les petits réseaux locaux. Euh, Ensuite, sur quel type de plateforme ça tourne, c'est important aussi. Donc, ça tourne sur des FPGA dans les marchés qui peuvent se les payer, c'est-à-dire l'aéronautique, le spatial, le ferroviaire, etc. Et en revanche, dans l'automobile, ça passe sur ASIC parce que dans l'automobile, il y a des gros volumes. Donc, ils savent pas se payer des centaines d'euros par voiture de FPGA. Par contre, ils savent se payer un développement d'ASIC qui est amorti sur 5 millions de voitures. Donc, le business model est différent. Et c'est ça qu'on fait pour Hyundai. Alors, les fonctions. Alors, la fonction la plus on va dire la plus simple est au milieu. Là, c'est le commutateur, donc on va dire, c'est comme un switch Ethernet, sauf qu'on le fait en hardware. Donc ça n'a pas d'originalité énorme, même si ça peut être plus performant. Ce qu'on fait donc pour l'aéro, il y a beaucoup de protocoles différents. On fait de la passerelle multiprotocole. Si on peut avoir Ethernet dans un port, on sort en CAN ou en AFDX. Ces traductions-là, ça se passe aussi mieux par hardware que par soft. Et en gros, la leçon, c'est tout ce qui est automatisable doit être automatisé. Donc le concentrateur de données, je vous en ai parlé, c'est la capacité à hiérarchiser un réseau à deux niveaux. Et alors ça peut être très intéressant, par exemple sur un A320, si on fait un grand backbone sur tout l'avion et qu'on met que des petits réseaux de desserte, on économise 300 kilos de câbles, quoi. Ça va très vite. Donc il peut y avoir ce type de rationalité là-dedans. Et aussi sur le travail sur la résilience, c'est plus facile de démontrer la résilience de quelque chose qui est modularisé comme ça. Donc ensuite, on a les cartes d'accès réseau. Donc là, c'est quand on voit ça, là encore dans la conduite autonome, on a des calculateurs centraux qui agglomèrent énormément de flux parce qu'ils vont faire la fusion de données, prendre des décisions avec de l'IA, etc. Et donc la gestion des entrées-sorties devient un problème en soi. Et nous, ce qu'on propose, c'est de la déporter à côté en hardware. Comme ça, le calculateur central, lui, il peut se consacrer à faire de la fusion, de l'IA et pas bêtement traiter des paquets alors que c'est totalement automatisable. Je remonte d'un niveau, je suis presque en haut. Sinon, on a aussi passerelle multiniveau de sécurité. Donc, on fait ça là dans un environnement plus défense et aéro où le fabricant d'avion veut, dans le même équipement, pouvoir traiter du Spécial France et on va dire, OTAN, sans que ça se rencontre jamais physiquement. Hein, la beauté du FPGA, c'est que c'est parallèle. On peut segmenter les mémoires, etc. Donc on peut montrer que deux flux qu'on a instanciés se croiseront jamais, ni dans la mémoire, ni dans les ports, ni nulle part, bien que ce soit supporté par le même composant. Et enfin, j'arrive tout en haut, et c'est de ça que je vais parler maintenant, c'est les diodes réseau. Donc là, c'est un terme qui peut être contesté, mais qui a le mérite d'avoir une analogie claire avec l'électricité. Donc, diode électrique, ça passe que dans un sens. Bah, diode réseau, c'est pareil. Donc, on va voir que c'est vrai jusqu'à un certain point, parce que nous, ce qu'on a fait, alors, une diode UDP, c'est facile. Hein, l'UDP, ça passe que dans un sens par construction. Par contre, une diode TCP, c'est un peu plus sophistiqué parce que le TCP a besoin d'une voie de retour. Et donc, on n'est plus vraiment en diode, hein, si on est puriste. Et donc, nous, ce qu'on fait là, c'est on a une voie de retour, certes, mais qui est totalement contrôlée, enfin, qui est bloquée à autre chose que des acquittements TCP, en fait. Hein. Donc, un hacker qui est à l'extérieur peut pas en faire grand-chose parce que ça passe pas tout bêtement et ça passe pas en hardware, donc il n'a pas non plus la possibilité de passer. Alors peut-être avant que je passe à la suite, l'application industrielle dans cette technologie, enfin dans la façon dont on l'a fait, ce qu'on met en dur dans le composant, c'est la librairie de tous les protocoles, des algorithmes de chiffrement dont on aura besoin, des fonctions réseau, etc. Donc ça, c'est dans le composant.
En revanche, il y a un fichier de configuration qui, lui, définit ou détermine le comportement du nœud, et celui-là est chargé à chaque démarrage. Donc, on peut le changer. C'est-à-dire que si on change de topologie de réseau, de fonction de réseau, d'architecture, on peut réinstancier les différents nœuds sans les changer. Voilà. C'est par simple chargement de ce fichier. Alors, évidemment, ce fichier-là, c'est la seule surface d'attaque du système. L'automate lui-même, s'il est bien configuré, comme il est très bête, hein, il prend aucune décision, donc il n'est pas détournable en fait. En revanche, donc ce fichier de configuration là, il est chiffré de bout en bout entre la console de configuration qui peut être chez le client et chacun des équipements, parce que là, effectivement, si le fichier est corrompu, là, tout est corrompu. Donc, de quoi on parle? Donc là, je prends un exemple de propagation d'attaque hein, dans un milieu industriel. Alors, je l'ai fait à l'envers par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc là, enfin, vous prenez une entreprise qui a de la fabrication, donc il y a un monde IT où il y a les ERP, la bureautique et j'en passe, les connexions à Internet. Et puis il y a un monde OT, hein, Operational Technologies, enfin, c'est comme ça qu'on désigne tous les automates industriels et systèmes de production. Donc le monde, enfin je vous apprends rien, mais le monde de l'OT à l'origine n'était pas trop connecté. Il n'a pas vraiment été fait pour ça, mais il se retrouve dans l'obligation de s'interconnecter à beaucoup de choses aujourd'hui, et à l'IT, mais aussi à de l'IoT, etc. Souvent, on pense que l'OT va se faire contaminer par l'IT sur lequel il est connecté. Par exemple, l'ERP de l'entreprise, il a besoin de se connecter au système de production pour gérer les achats, les flux logistiques, etc. Donc tout ça, c'est obligatoirement et de plus en plus interconnecté. Là, ce que je montre là, c'est quelque chose, on part plutôt de l'OT, hein. Il y a un mainteneur qui va sur un automate, un mainteneur qui a un PC qui n'est pas propre ou une clé USB qui est pas propre, il contamine l'automate et finalement ça remonte de l'intérieur vers l'IT. Ça, c'est quelque chose qui peut exister, hein. C'est pas forcément toujours de l'internet vers l'intérieur. Ça peut très bien être sur des choses beaucoup plus anecdotiques. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il faut vraiment faire cette défense en profondeur. C'est-à-dire le chemin d'attaque peut passer par plusieurs endroits et il faut qu'à toutes les interfaces critiques, on sache restreindre les flux qui passent à ce qui a été prévu et à strictement rien d'autre. Donc là, je vais vous parler de ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Donc, évidemment, ce besoin, on le découvre pas, hein. Donc, aujourd'hui, il y a des pare-feux industriels. Et Gauthier en a mentionné quelques-uns tout à l'heure, qui sont pas mal, qui sont logiciels. Donc, ils ont néanmoins un certain nombre de failles qui sont régulièrement publiées. Donc, c'est une protection qui est bonne, mais qui est pas absolue. Donc, ça, c'est un peu le cas général hein, du tout venant qui est montré en haut, là, où on a d'un côté, à gauche, les installations industrielles, il y a un pare-feu professionnel, et puis de l'autre côté, il y a l'Internet ou l'IT. Voilà. Si on va sur des infrastructures plus stratégiques, aujourd'hui, il y a des choses plus sophistiquées que ça, hein, qui sont, voilà, elles s'appellent diodes réseau, hein, souvent. On trouve ça dans le nucléaire, dans le ferroviaire, dans la défense. Donc là, on a des diodes où ça passe vraiment en unidirectionnel, en UDP, et on est obligé de gérer les communications avec des guichets logiciels pas évidents à configurer, à maintenir de chaque côté. Donc c'est à la fois onéreux et complexe à mettre en œuvre. Donc c'est bien adapté pour les infrastratégiques, mais on voit mal comment ça peut descendre en gamme. Donc c'est là où nous, on intervient en disant, bah, les pare-feux du marché classique que tout le monde utilise, bah, ils sont pas parfaits, mais ils ont le mérite d'être un standard de marché et d'exister. Donc on va pas les remplacer. Par contre, on va les compléter. On va dire, on va se mettre entre le pare-feu et l'extérieur, ou le réseau moins sensible. Et là, on ne va laisser passer que les flux qui ont été préconfigurés. Et on va filtrer tout ce qu'on peut sur ces flux-là, de manière à ce que strictement rien d'autre ne puisse passer. Donc j'y viens là. Donc alors, on traite pas la couche 1 de la couche OSI parce que c'est les fils et enfin, le matériel physique pour le coup. On traite de la couche 2 à 4 hein, de la couche OSI des télécoms. Donc on filtre les adresses MAC sources et destinations, on filtre les adresses IP sources et destinations.
On peut filtrer la taille des charges, hein, et dire bah, je prends que des paquets qui ont cette taille-là. On peut filtrer la version d'IP, on peut filtrer le nombre de paquets par seconde, l'espacement entre paquets, enfin tout ça on peut aller dire. Un flux normal, il a telle caractéristique, si c'est en dehors de ça, ça passe pas. Bon, évidemment, ça lève des alertes dès qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et donc, côté couche 4, bah, c'est les ports sources, les ports destination, les flags des paquets, hein, qui sont, on n'accepte pas n'importe lesquels, on accepte ceux qu'on attend ou ceux qui sont prévus, les numéros d'acquittement TCP, la longueur en UDP. Et donc finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme les mailles du filet au maximum et à ce que vraiment on sait qu'il va passer, qu'il doit passer. Et en revanche, on est vraiment, on pourrait dire en liste blanche. C'est-à-dire, tout ce qui est pas dans la liste blanche, ça ne passe pas et c'est détecté. Donc là, je rentre vraiment dans- c'est pour illustrer le fait on descend aux adresses, etc. Donc là, on prend l'exemple de mise en œuvre d'un protocole SSH à travers une passerelle Gemini. Alors, ce que j'ai pas précisé, mais qui est important, c'est que je vous ai parlé d'une diode TCP dans un sens, mais très généralement, il y a des besoins de flux dans les deux sens. Pas de même, enfin, pas pour les mêmes données ou même nature, mais on va dire, bah, je prends un exemple, une usine. Tiens, bah, je veux extraire de l'usine, je sais pas, les températures, enfin, des données dont j'ai besoin pour post-traiter dehors. Et puis, je veux rentrer dans l'usine, je sais pas, les nouvelles commandes. Les nouveaux ordres de fabrication, etc. Donc c'est pas du tout de la même nature. Donc on peut traiter ça de manière complètement indépendante. Enfin, c'est traité de manière complètement indépendante. C'est-à-dire c'est des flux préprogrammés qui ont pas les mêmes adresses de source et de destination et qui ne se croisent jamais en fait, hein. Donc c'est impossible de construire une session de l'un avec l'autre pour faire un aller-retour. Donc là, on prend par exemple sur un serveur SSH, à partir de la gauche, on peut parler qu'au port 22, donc toute tentative pour aller ailleurs sur le réseau ne peut pas marcher. Et ce qu'on fait aussi, c'est que on intègre dans la diode une traduction de plan d'adressage. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir deux plans d'adressage totalement distincts de chaque côté de la diode. Et la traduction est faite dans la diode. Elle est inaccessible de l'extérieur. Et elle peut même être dynamique avec un compteur, etc., pour empêcher les rejets. Donc ça, c'est un exemple de configuration. J'en ai un deuxième qu'on a fait récemment. Là, c'est pour un cas d'usage où un client veut faire de la téléphonie sur IP. Et donc, on a des flux à gérer à la fois sur le flux téléphonique, qui là sera plutôt en UDP, et puis les flux de signalisation ou de métadonnées qui, elles, sont en TCP. Donc, ça, c'est notre gamme, donc, qui va de la simple diode UDP à la diode unidirectionnelle TCP, à la diode bidirectionnelle TCP ou TCP UDP. Donc tout ça, c'est sur étagère du point de vue de la programmation. Après, on peut faire les packaging qu'on veut en fonction des cas d'usage industriel. On en a certains, mais c'est pas forcément les bons selon les applications. Et là, je vais venir sur des cas d'usage plutôt vus par des clients. Donc là, on en a un qui est sur les systèmes de sauvegarde. Donc vous avez à gauche bah, une installation industrielle qui a des sauvegardes locales, mais qui se doit aussi d'avoir des sauvegardes distantes et même redondées, parce que bah, si jamais il y a un incendie ou un crypto-locking local, on peut aller refaire enfin, plan de reprise d'activité avec les sauvegardes externes. Donc il y a des sauvegardes régulières de plus en plus. Et là, bah, effectivement, ces sauvegardes, il faut les protéger. Hein, il faut les protéger à la fois dans le quotidien où elles sortent vers des clouds ou d'autres bases de données on-premise, data center on-premise. Et puis, il faut aussi protéger le sens de retour qui sera appliqué peut-être le jour où il faut redémarrer. Parce que en plus, là, on est en crise, donc s'il y a des gens qui ont attaqué. Donc on a vraiment besoin de de cet aller-retour. Et donc ça, c'est un bon cas d'usage et qui est quand même assez général puisqu'il y a de plus en plus de sauvegardes.
Autre cas d'usage, hein, je suis sorti un peu de l'industriel, là, c'est la gestion technique de bâtiments. Donc de plus en plus, on a du bâtiment connecté où tous les systèmes techniques sont supervisés de l'extérieur, gérés parfois en interaction les uns avec les autres sur le thermique, etc. Tout ça, bon, il y a parfois même beaucoup d'ascenseurs connectés. Donc tout ça, c'est des vulnérabilités auxquelles on pense peu parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'attaques. Mais la marche vers l'interconnexion fait qu'il faut vraiment s'en occuper plus et resserrer toutes les interfaces intelligemment là où il peut y avoir des choses qui passent. Dernier cas d'usage, donc là on a fait une mini-diode USB donc qui est dérivé du concept que je vous ai exposé tout à l'heure. Alors là, c'est un cas d'usage du ministère de la Justice. Donc les greffes ont des serveurs informatiques où ils ont les pièces des audiences, des audiences des procès qui vont se dérouler. Donc pour ceux qui ont déjà vu ça, donc chaque avocat de partie a je sais pas combien de pièces de dossier qui va montrer, etc., qui va utiliser pendant sa plaidoirie. Et très souvent, tout ça arrive au dernier moment. Euh, et ça peut être des volumes très importants. Donc aujourd'hui, ils font ça par clé USB. Et ils sont très mal à l'aise parce que bon, certains avocats défendent des clients qui ont beaucoup de moyens et qui sont pas très gentils. Donc ils ont peur de se faire hacker un jour ou l'autre sévèrement. Et donc ils vous laissent ce truc de dire, est-ce que je peux interconnecter deux PC, mais être sûr que ça ne passe que dans un sens. Et là, c'est ce qu'on a fait. Donc on peut interconnecter deux PC ou un PC, un téléphone portable. C'est vu par chacun des devices comme une clé USB lambda. Sauf qu'il y a un fil entre les deux et qu'il y a au centre de ce petit dispositif, il y a une mémoire tampon et qui en fait ne peut recevoir que d'un côté et mettre vers l'autre et le chemin de retour n'existe pas. Donc et dès qu'on déconnecte, tout s'efface. Donc voilà, c'est pour ça on l'a. Je vais pas parler de prix parce que mon prédécesseur a dit qu'il fallait pas parler de prix, il a raison. Mais c'est pas cher et c'est sur étagère. Euh, Donc, j'arrive à la fin, donc j'espère que je vous ai convaincu qu'il y avait des solutions intéressantes pour renforcer encore la cyber-résilience des infrastructures critiques et non critiques. Bien, Guéruf, merci beaucoup pour cette présentation.